précision, je suis seul sur scène avec l'orateur, donc j'enlève mon masque, il n'y a personne dans la salle. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Burgère qui va nous parler des biais statistiques. Donc Thomas est chercheur au CNRS en sciences des données et il va nous parler dans quelques instants des 3 visages du mensonge en statistique. Le battleur, le chasseur-cueilleur et le chercheur. Avant de lui laisser la parole, je voudrais vous parler du prochain Midi Minatech. Donc le prochain Midi Minatech du vendredi 26 février. Si tu peux mettre la slide après, s'il te plaît. Merci. Et donc là, nous aurons le plaisir d'accueillir David Munoz qui nous parlera d'une technique de dépôt avancé, SSLD, qui permet d'apporter une rupture technologique dans bon nombre de dispositifs. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire et sans plus attendre, je laisse maintenant la parole à Thomas pour son exposé. Merci, à tout à l'heure pour les questions. Bonjour. Alors, merci pour cette introduction. En effet, le titre de ma présentation est celui-ci, 3 visages du mensonge en statistique. Ces 3 visages sont personnifiés par respectivement un battleur, un chasseur-cueilleur et un chercheur. Alors, je pense que la plupart d'entre vous ont reconnu une allusion à un proverbe célèbre qui dit qu'il y a 3 sortes de mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. Et déjà, il y a un petit mensonge qui traîne autour de cet adage, qui est qu'il aurait été écrit par Mark Twain. Et visiblement, c'est pas le cas. Et c'est en me renseignant pour préparer cette présentation que je me suis rendu compte qu'il y avait même un wiki qui questionnait la paternité de ce proverbe. Et donc on trouve comme auteur potentiel Benjamin Disraeli, Sir Charles Dilke, et visiblement il y a même un certain nombre de phrases similaires, au sens où elles contiennent la même idée, mais qu'elles n'ont pas forcément les mêmes structures ou le même rythme, qui sont antérieures, mais d'auteurs anonymes. Donc voilà pour la première incertitude. Elle concerne le titre, le fil conducteur de cette présentation. Il y a aussi une grosse incertitude concernant la date à laquelle je pouvais venir vous présenter. Et donc, à ce titre-là, déjà, je voudrais remercier l'équipe de Midi Minatech de m'avoir invité. Mais aussi, je voudrais saluer leur détermination. Je pense qu'on peut même parler d'acharnement, mais au sens positif du terme, dans le cas présent. Puisque je crois que j'ai été contacté en 2019, fin 2019, et que à chaque fois qu'on arrivait à trouver une date, on tombait sur un premier confinement, puis un deuxième confinement. De sorte que là, au moment de ce 3e choix, pendant tout le mois de janvier, je me suis vraiment dit non, il va y avoir un 3e confinement qui va être annulé. Donc, puis finalement, je suis là. De sorte que, puisque la présentation parle des liens entre mensonges et statistiques, je vais ouvrir le bal de manière assez fracassante. Et je vais vous annoncer que normalement, il ne devrait plus y avoir de confinement, puisqu'il n'y a plus aucune raison de m'empêcher de venir réaliser cette présentation. Et enfin, dernière incertitude, le titre de cette présentation. Donc, comme je vous l'ai dit, le sujet a été arrêté il y a déjà maintenant un an et demi, donc avant le début de la pandémie. Et j'ai été extrêmement surpris de me rendre compte à quel point les sujets évoqués ici résonnaient avec l'actualité, notamment l'important battage médiatique auquel on a pu assister pendant le premier confinement, quand on espérait que l'hydroxychloroquine puisse être un traitement efficace. Et donc, du coup, je me posais la question de mettre un titre un petit peu plus polémique, et puis je me suis dit que finalement une référence culturelle était peut-être plus adaptée, donc j'ai gardé le titre original. Donc qui est en référence à cette phrase qui nous dit qu'il y a 3 sortes de mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. Alors cette phrase, elle donne l'impression en fait d'un crescendo, d'une progression de degrés dans le mensonge. Moi je vais déjà tordre un peu le bras à cette phrase, au sens où je vais plutôt vous parler de différentes facettes qui sont personnifiés par respectivement un battleur, un chasseur-cueilleur et un chercheur. C'est pas tant une idée de degré que de différents mécanismes sous-jacents. Alors, bien évidemment, qui dit différents mécanismes dit qu'ils ne sont pas insidieux de la même manière, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je vais commencer par le battleur. Alors, le battleur, c'est une figure qu'il y a sur une des cartes du tarot, qui est représentée ici. En fait, c'est un personnage de rue qui travaille sur un établi, et qui, sur cet établi, fait un certain nombre de tours
donc des tours de bonne taux, de précipitation, d'adresse. En tout cas, c'est quelqu'un qui, par la maîtrise de son art, sa dextérité, mais aussi sa gouaille et son sens de la mise en scène, arrive à nous faire passer des vessies pour des lanternes. La plupart du temps, c'est pour notre plaisir, mais ici, par extension, j'invoque la figure du battleur pour illustrer un certain nombre de personnages qu'on a tous en tête, qui peuvent par exemple hanter les plateaux télévisés, ça peut être des hommes politiques, des experts, des lobbyistes. Dans tous les cas, ça va être des gens en fait qui maîtrisent très bien leur sujet, qui cherchent à nous convaincre d'une interprétation qui leur est propre et qui ne vont pas hésiter à nous présenter beaucoup de chiffres pour nous convaincre du bien fondé de leur point de vue, aussi partisan soit-il. Alors attention, en aucun cas il ne s'agit de fraudeurs, de gens qui vont créer des faux chiffres, des fausses statistiques ou qui vont les déformer. Il s'agit juste d'une manière d'utiliser des chiffres exacts, mais de les présenter de telle sorte qu'ils induisent une représentation différente dans la tête de leur interlocuteur ou de leur auditoire. Alors il y a plein de manières de faire ça. La première, ça peut être par exemple de venir redéfinir des catégories. Si on a des catégories d'âge, on peut très légèrement modifier le seuil entre deux catégories pour artificiellement augmenter une catégorie et diminuer une autre. On peut changer aussi la définition. Par exemple, on peut rendre la catégorie des chômeurs, les chômeurs de catégorie A, plus restrictive pour donner l'illusion qu'il y ait moins de chômeurs. Maintenant, le comptage des chômeurs dans chacune des catégories sera réellement exact. On peut faire des choses aussi un peu plus insidieuses. On peut s'appuyer sur le fait que certaines notions sont mal maîtrisées dans l'auditoire, ou du moins compter dessus, pour essayer de les flouer. Donc, par exemple, on peut faire un agrégat entre la notion de moyenne et la notion de médiane, qui sont tous les deux des indicateurs de tendance centrale d'une distribution, mais qui en fait sont légèrement différents. Et on peut même faire des choses un petit peu plus trompeuses. On peut notamment utiliser volontairement certains indicateurs statistiques qui donnent l'illusion d'une certaine distribution alors qu'on parle d'une autre distribution qu'on ne montre pas. Je vous donne un exemple. Ici, là, juste sous le battleur, vous avez ce qu'on appelle une distribution de Pareto. C'est une distribution qui est très utilisée en économie, notamment pour caractériser un déséquilibre dans la répartition des richesses. Donc, par exemple, quand on dit 20% de la population possède 80% des richesses, le sous-jacent, c'est cette distribution de Pareto. Alors, d'un point de vue purement mathématique, on peut prendre cette distribution, on a le droit de faire un certain nombre de calculs dessus, et notamment calculer une moyenne. C'est rigoureusement exact, et la moyenne a un sens. Par contre, d'un point de vue statistique, qu'est-ce que ça veut dire de parler d'une moyenne là-dessus ? En fait, il faut se poser la question de qu'est-ce que ça va véhiculer comme image dans la tête de l'auditoire. Souvent, une moyenne, c'est associé à cette idée de juste milieu ou éventuellement de profil type. Et sur une telle distribution qui caractérise de fortes inégalités, la notion même de profil type n'a pas forcément de sens. Donc, le fait de parler de moyenne ici, tout en cachant cette distribution, va permettre de décrire une distribution que les gens vont percevoir comme beaucoup plus égalitaire que ce qu'elle est. Donc voilà, tout ça, ce sont des artifices qui sont somme toute assez connus, et finalement, ils sont tellement éculés que maintenant, le grand public a pris l'habitude, dans une certaine mesure, de s'en méfier. D'accord ? On a tous entendu quelqu'un dire « Oh, les chiffres, de toute façon, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut. » De sorte que si jamais la personne essaye de nous convaincre d'un argument qui tombe sous le sens, normalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de chiffres, beaucoup de références à des statistiques, et si au contraire il en fait usage, c'est probablement qu'il y a anguille sous roche. Et finalement, cette méfiance à l'égard d'un excès de termes statistiques dans un propos qui se veut être ancré dans la réalité, est tellement connu qu'il est moqué. Et donc j'étais tombé il y a quelques années sur un exemple que j'avais trouvé extrêmement pertinent, qui était issu d'un journal satirique que je pense que vous connaissez, qui s'appelle le Gorafi. Donc le Gorafi passe leur temps à publier des articles complètement bidons sur des sujets bidons, juste dans le but de faire rigoler. Donc il n'y a absolument rien de vrai là-dedans. Et donc là, il présentait un faux sondage, et la question du sondage était la suivante. Est-ce que les gens sont plus cons que la moyenne ? Ce à quoi le panel fictif de Français qu'ils avaient interrogé aurait répondu à 64% que oui. Donc au-delà de l'aspect un peu burlesque de cet exemple, je pense qu'il caractérise bien à quel point on peut espérer gagner en sérieux en introduisant de manière artificielle des termes statistiques dans son discours. Mais donc, comme je vous l'ai dit, finalement, ce battleur qui est, je dirais, l'image d'Épinal associée à la notion de mensonge, sacré mensonge et statistique, c'est finalement assez facile de s'en prémunir, un petit peu de culture statistique, d'attention, et puis même d'habitude, puisque ça devient assez éculé, et fait qu'on peut s'en méfier.
Le second personnage que j'aimerais invoquer, lui, c'est un petit peu plus insidieux. Donc, il s'agit du chasseur-cueilleur. Alors, outre l'allitération en heure qui me plaisait bien, pourquoi j'ai utilisé ce personnage? En fait, je cherchais un dénominateur commun à nous tous, à vous, à moi, à n'importe quel humain qui est doté d'un cerveau passablement fonctionnel, mais même, on peut être encore plus inclusif et considérer un certain nombre de mammifères au cerveau particulièrement développé. Donc là, par exemple, vous avez 2 félins en train de chasser. L'idée est de dire que nous tous, nous sommes dotés d'un cerveau qui est une formidable machine à calculer, et vraiment au sens mathématique du terme, elle est capable d'extraire avec une très grande efficacité des invariants mathématiques. Alors ces invariants, ça peut être toutes sortes de choses. Hein. C'est le fait que quand on vous envoie une balle, vous êtes capable de positionner tout de suite la main à l'endroit qui va intercepter cette trajectoire, et donc en fait vous êtes quelque part en train de résoudre une équation différentielle qui vous donne la trajectoire de la balle. C'est exactement la même chose qui fait que le félin est capable d'interpoler la trajectoire de sa proie quand celle-ci passe derrière un couvert végétal, par exemple, et qu'elle est occultée pendant un moment. Et donc, bon, alors des invariants, on peut en trouver de plein de types. Hein. Là, j'ai parlé des trajectoires, mais finalement, le fait de pouvoir se rendre compte que des événements co-occurrent, que l'un peut être une cause, l'autre peut être une conséquence, ce sont aussi des invariants sur lesquels on va se construire une représentation du monde. Et c'est cette représentation du monde qui nous aide ensuite à interagir avec lui. Et donc, notre cerveau est très friand de ces invariants et il cherche à en avoir le plus possible, il cherche à apprendre, à s'appuyer dessus, parce que c'est ça qui lui permet d'être efficace. Alors, je vous dis tout de suite, hein, moi je suis pas du tout un expert en neurosciences, mais par contre, il y a quelques semaines ou mois, j'ai entendu à la radio un chercheur spécialiste de ce domaine qui en parlait et qui disait qu'on avait identifié dans le cerveau la zone qui était responsable de ça. Donc c'est celle-ci, hein, c'est le cortex singulaire antérieur. Donc d'après ce que j'en ai compris, c'est cette zone du cerveau qui nous suscite, je suppose par des décharges hormonales, un certain plaisir au fait qu'on est capable de trouver de nouvelles associations, de nouvelles corrélations, et donc d'améliorer notre compréhension et notre capacité à interagir avec le monde. Donc c'est ça qui fait que vous prenez un petit enfant qui est sur sa chaise haute, il prend son jouet et puis il le laisse tomber, et puis vous lui ramassez patiemment, vous lui rendez, et puis il recommence. Puis vous, ça vous casse les pieds, mais lui, il adore ça et ça lui procure beaucoup de plaisir parce qu'en fait, il est en train de renforcer l'association qu'il fait entre son action et la chute de l'objet. Et donc, il est en train, voilà, son cortex singulaire antérieur le récompense pour le fait qu'il arrive à renforcer une association et à s'appuyer dessus. Alors, visiblement, le cerveau le fait ça très bien, mais peut-être un petit peu trop bien. Et visiblement, c'est pour ça que on peut, dans certains cas, aussi ressentir, par exemple, un espèce de plaisir un petit peu malsain à l'évocation, par exemple, d'une thèse complotiste, qui va nous fournir une explication extrêmement simpliste du monde, rassurante au sens où elle va aider l'ensemble des éléments qui nous posent problème, qu'on trouve injustes, ou pour lesquels on a une difficulté de compréhension du mécanisme sous-jacent, et ça va avoir un effet rassurant. Et donc c'est ça qui peut expliquer notamment le succès des thèses complotistes dans des situations un petit peu anxiogènes, comme notamment les confinements. Donc voilà, notre cerveau est un incorrigible optimiste. Il a un petit peu trop tendance à s'appuyer sur les associations, les corrélations qu'il est capable de faire, même s'il y en a certaines qui n'ont pas beaucoup de sens. Donc là, je vous en mets un exemple de quelques-unes. Hein. Je pense le paradoxe des anniversaires. Je pense qu'on a tous à un moment ressenti une espèce de petite joie en disant ah c'est dingue là, mes 2 copains ils ont la même date d'anniversaire. Ce qui est d'un point de vue statistique un non-événement complet, hein, puisqu'il suffit de prendre 40 personnes, on les met dans la même salle, on a plus d'une chance sur 2 pour qu'il y ait une date anniversaire commune. Ça peut être aussi la même chose qui explique que des joueurs de hasard compulsifs cherchent désespérément des motifs, des patterns sur lesquels s'appuyer, historique, je sais pas moi, du loto, de la roulette ou de n'importe quoi, dans le but d'essayer d'avoir une meilleure compréhension des résultats et donc espérer maximiser leurs gains. Et puis on peut même aller plus loin en supposant que si dans toutes les embryons de civilisation qui sont apparus de part et d'autre au cours de l'histoire humaine sur la Terre, si toutes ont eu besoin je dirais, de cosmogonie un petit peu simpliste pour expliquer les éléments du monde, mais aussi de systèmes de superstitieux ou divinatoires pour essayer d'expliquer ce qui allait arriver, et notamment les coups durs de la vie, c'est parce que le cerveau avait un besoin maladif de chercher des éléments sur lesquels s'appuyer. Ah voilà, il y a une mouette qui est passée dans tel sens, donc ça veut dire que la récolte va être bonne. Ouh là là, j'ai entendu une drôle d'odeur dans la casserole de la voisine et puis je me suis cogné le pied, c'est probablement une sorcière, je vais aller la brûler pour sorcellerie, les choses iront mieux. Donc évidemment, ça, ce sont des associations qui sont un petit peu absurdes, mais qui sont rassurantes. Et en fait, il y en a vraiment beaucoup, et il y a même un site qui les recense. Alors j'ai oublié le nom du site, mais par contre, c'est très facile de le retrouver. Il suffit de taper Spurious Correlation, donc corrélation foireuse en quelque sorte, sur Google, et vous tomberez sur des graphiques comme celui-ci. Alors il y en a vraiment plein.
Là, je vous en montre juste un qui fait le lien entre l'évolution du taux de divorce dans l'État américain du Maine et la consommation de beurre végétal. Et donc, on s'aperçoit que la corrélation, elle est quasiment à 100%, quasi parfaite. Autrement dit, il y a un lien fonctionnel entre les deux. Donc, on se rend bien compte que les deux, a priori, sont un petit peu décorrélés. Enfin, ils corrèlent, mais en fait, il n'y a pas vraiment de lien de cause à effet là-dedans. Mais il y en a vraiment plein. Alors, moi, il y en a une que j'aime particulièrement, qui nous montre qu'en fait, il y a une très très bonne corrélation entre le nombre de noyades qu'il y a dans les piscines de particuliers tous les ans et les mêmes années, le nombre de films dans lesquels l'acteur Nicolas Cage a joué. Donc, si on se met à faire les mêmes raisonnements un petit peu à l'emporte-pièce que oh bah dis donc ma voisine est probablement une sorcière, je vais la brûler. Bah là, on pourrait se dire si jamais je veux réduire le nombre de noyades dans les piscines, il suffit juste que j'enferme Nicolas Cage et tout se passera bien. Donc là, on se rend bien compte que en fait le raisonnement que fait notre cerveau au premier abord, en fait, on a quand même un besoin de le contrôler, de lui dire tout doux, pas besoin de brûler les gens pour sorcellerie, pas besoin d'enfermer Nicolas Cage. Et donc finalement, si on en revient à cette question du lien qui est entre mensonge et statistique, on en vient un petit peu à inverser la donne et se dire que finalement, le menteur, il est quelque part dans notre boîte crânienne. On a un incorrigible optimiste qui cherche à faire des associations, encore des associations pour mieux expliquer le monde. Et que de ce côté-là, les statistiques, c'est plutôt au contraire le garde-fou, j'ai envie de dire même le pisse-froid, qui nous ramène les pieds sur terre. Il dit pas besoin, là, l'explication sur laquelle tu t'appuies, elle est pas pertinente. Et donc voilà, dans ce deuxième visage qui est le chasseur-cueilleur, nous aide finalement à un peu renverser la table sur où se trouve le mensonge dans le lien entre mensonge et statistique. Voilà pour le second visage. Maintenant, je vais vous présenter le troisième visage, celui du chercheur. Alors, il se trouve que j'en suis moi-même un, et j'aimerais éviter dans cette présentation de me faire trop d'ennemis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais traiter tous les types de chercheurs de point de vue égalitaire. D'accord ? Tout le monde va prendre pareil, comme ça, il n'y a pas de risque qu'on m'accuse de favoritisme. Donc, je vais d'abord parler des découvreurs. Donc, les découvreurs, c'est ceux qui expliquent le monde. Ça peut être, je sais pas moi, les astrophysiciens, comme les biologistes, les écologues, et ainsi de suite. Ensuite, je vais parler des gens du génie. Donc, c'est les personnes grâce à qui on bénéficie d'un incessant progrès technologique. Puis ensuite, je vais taper sur les théoriciens, au premier rang duquel, bien sûr, les statisticiens, puisque ce sont ceux dont je suis le plus proche. Excusez-moi. Et comme en fait, je risquerais quand même d'oublier quelqu'un dans l'histoire, je vais être encore plus général et je vais critiquer finalement toute personne dont le travail consiste à produire de nouvelles connaissances et ensuite à les diffuser par le biais de revues scientifiques. Et par là même, en fait, je vais essayer de transposer finalement un certain nombre de comportements individuels à l'échelle plus collective, plus sociétale. Donc, on va commencer par les découvreurs. Donc, comme je vous l'ai dit, le sujet de cette présentation a énormément fait écho avec le battage médiatique qu'on a entendu sur l'hydroxychloroquine pendant le premier confinement. Et donc, à cette occasion, voilà, comme vous tous, je me suis un petit peu renseigné. Je suis tombé sur ce séminaire du professeur Raoult, qui, de manière volontairement provocatrice, bien sûr, était intitulé « Contre la méthode ». Et donc, dans ce séminaire, le professeur Raoult, c'est un petit peu un historique de comment finalement, la méthodologie était venue structurer les découvertes scientifiques et comment la méthode avait pris une place croissante dans l'activité du chercheur. Et en fait, il disait qu'on allait un petit peu trop loin à l'heure actuelle et que maintenant, les chercheurs se retrouvaient emprisonnés par des protocoles, des méthodes de validation statistique et ainsi de suite, et de sorte qu'en fait, ça venait brider la créativité, l'inventivité ou même les intuitions des chercheurs, et qu'il avait vraiment l'impression de vivre sous une dictature de ces méthodologistes qui lui l'handicapaient beaucoup, mais qu'en fait beaucoup appréciaient parce que finalement ça permet aux pauvres d'esprit de suivre une méthode et de cacher la vacuité du propos intellectuel finalement par des grandes mathématiques. Alors au début, bien évidemment, ça m'a un petit peu étonné, puis à la réflexion, je me suis dit qu'il avait probablement pas tort, et que si on se posait la question de ce qu'était un bon chercheur, un petit peu comme les inconnus, il y a une trentaine d'années, se posaient la question du bon chasseur, et qu'on invoquait l'imaginaire collectif pour y répondre, qu'est-ce que c'était qu'un bon chercheur ? Alors déjà, c'est quelqu'un d'une culture dans son domaine extrêmement développée. Il y a un très grand savoir dans un domaine très précis. Ensuite, c'est quelqu'un doté d'intuition fulgurante. Ensuite, c'est quelqu'un qui croit énormément à l'intérêt de ce qu'il fait, quitte à ce que ça l'isole et qui travaille des fois de manière un petit peu solitaire. Et enfin, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre énormément de risques pour prouver ce en quoi il croit, de sorte que finalement
c'est grâce à la combinaison de ces 4 éléments qu'il est capable d'aller explorer des terrains inconnus et d'en ramener des connaissances originales. Donc, vu qu'on est à Grenoble, on peut se permettre une analogie alpine. Finalement, le chercheur serait, je dirais, au Pékin moyen, ce que le grimpeur de free solo intégral serait au promeneur du dimanche. Là, on y retrouve cette notion d'engagement, de maîtrise technique, d'envie de dépasser les frontières, et ainsi de suite. Et si on garde cette analogie alpine pour le fan du protocole et de la méthode, ben on est plutôt sur la Via Ferrata. Forcément, c'est moins vendeur, hein, mais la personne tout à fait capable d'aller explorer des endroits aussi magiques en termes de paysage, aussi vertigineux. Par contre, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment dû à sa compétence ou tout simplement le fait qu'il utilise le bon matériel, la bonne technique et que d'autres personnes ont préparé le terrain avant. Bon, je dois dire que la comparaison a, à mon sens, une certaine valeur et j'y adhère. Néanmoins, là où moi j'ai une difficulté, c'est par rapport à cette question. Qu'est-ce qu'un bon chercheur? Même si cette question elle est importante, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a une question qui est beaucoup plus importante. C'est est-ce qu'on est capable de faire la différence entre bien chercher d'une part et valider correctement une découverte d'autre part? La question mérite d'être posée, hein, parce que si on remonte dans l'histoire des sciences jusqu'au même à ses premiers balbutiements, les deux facettes du métier n'ont absolument jamais été séparées, et ce jusqu'à peut-être 15-20 ans. Finalement, c'était les mêmes personnes qui cherchaient, c'est-à-dire qui allaient explorer de nouveaux territoires et qui en ramenaient des hypothèses, des observations, on va dire des trucs. Et ensuite, les trucs en question, c'était eux aussi qui chargeaient de les valider et de déterminer si il fallait s'appuyer dessus ou pas. Et puis depuis 15-20 ans, ça a quand même passablement changé. Et la principale raison, je pense, c'est le fait que le chercheur est beaucoup moins isolé et beaucoup plus en prise avec la société civile. Alors d'une manière générale, c'est plutôt une bonne chose, mais des fois c'est un petit peu difficile pour le chercheur qui subit un certain nombre de coups de boutoir qui peuvent être d'origine financière, médiatique, politique ou technologique. Donc je pense que vous avez déjà entendu un certain nombre de chercheurs se plaindre que de nos jours, pour arriver à continuer à travailler, il fallait se livrer une espèce de danse du ventre obscène permettant d'obtenir les financements afin de continuer ses recherches. Et que pour obtenir ces financements, il fallait promettre la Lune à peu près tous les 4 matins. On a vu aussi, à l'occasion de la crise sanitaire, que des experts pouvaient se retrouver à devoir valider a posteriori des décisions politiques qui avaient été prises auparavant. Et puis de même, on se rend compte que un certain nombre de chercheurs sont appelés en renfort pour valider ou invalider ou prendre position par rapport à de nouvelles technologies, de nouveaux produits, de nouveaux médicaments, de sorte que systématiquement, la question du conflit d'intérêts se pose. Alors déjà, le fait qu'il y ait une évolution récente explique qu'il puisse y avoir un fossé générationnel en termes de perception, que les plus anciens de nos collègues ne voient pas vraiment l'intérêt de faire la distinction entre ces deux facettes du métier, alors que pour les plus jeunes qui ont commencé leur activité dans les 15 ou 20 dernières années, finalement cette séparation est naturelle. Mais je pense qu'il y a un argument extrêmement simple pour justifier le fait de faire cette séparation, c'est que quand on la fait pas et qu'il y a un scandale, donc on peut regarder les chroniques des dernières scandales scientifiques, la question n'est jamais de savoir si la personne à l'origine du scandale est un bon ou un mauvais chercheur, mais immédiatement, la question se déplace sur le terrain de l'intégrité scientifique, qui est donc bien évidemment au cœur du lien qu'il peut y avoir entre mensonges et statistiques. Donc voilà pour ce qui est de la figure découvreur. Maintenant, je vais m'attaquer à celle du théoricien. Alors là, je vous ai fait une capture d'écran du début d'un cours de probastat qui est donné par un de mes estimés collègues et dont en plus le cours est réputé pour être d'excellente facture. Bon voilà, ça c'est le début, vous en avez 30 pages comme ça, et puis ça se termine par la définition d'un objet qu'on appelle la p-value, la p-valeur, la probabilité critique. Elle a plein de noms parce que c'est tout simplement l'alpha et l'oméga, on pourrait même dire le saint graal de la validation statistique de travaux expérimentaux. Et donc quand on voit ça, on se dit, à la base, les statistiques, donc si c'est fait pour valider des travaux expérimentaux, ce serait bien de ne pas laisser l'expérimentateur au bord de route, que là, on a un petit peu l'impression que les statistiques sont devenues un outil fait par les mathématiciens pour les mathématiciens et que c'est un petit peu abscon, et c'est pour ça, en fait, que les autres types de chercheurs ont du mal à s'approprier. Alors, je suis pas du tout le seul à penser ça, puisqu'il y a quelques années, il y a un journal qui s'appelle Basic and Applied Social Psychology qui a pris une décision radicale, c'est de bannir l'usage de cette célèbre p-value dans ses colonnes.
L'idée étant de dire que la plupart des chercheurs en psychologie sociale n'avaient pas les compétences suffisantes en statistique pour bien utiliser et analyser cette p-value, et qu'en fait ils se contentaient de la calculer bêtement. Si c'était inférieur à un certain seuil, ils étaient très contents, ils soumettaient leurs travaux. Si c'était supérieur, ils étaient malheureux, ils recommençaient l'expérience jusqu'à ce que ce soit inférieur. Et que finalement, en fait, l'usage de cette p-value induisait une certaine cécité chez les chercheurs, qui finalement arrêtaient de creuser, de comprendre leurs données, ils se contentaient de faire le calcul. Et donc là, la capture d'écran que je vous montre, c'est tout simplement un édito qui a été écrit par deux grands data scientists que sont Jeff Leake et Roger Peng, à cette même époque, qui a été publié dans Nature, dans lequel ils commentent cette décision qui avait fait beaucoup de bruit. Alors, voilà pour je dirais la part de responsabilité des théoriciens. Avant de m'attaquer à la dernière catégorie qui sont les ingénieurs, je vais quand même mentionner rapidement ce que c'est que cette p-value. Donc, vous avez dû forcément voir à un moment ou un autre une formule comme celle-ci, un P inférieur ou égal à un certain seuil. Alors, c'est très souvent 5% pour une raison qui m'échappe complètement, mais voilà, c'est une valeur qu'on observe souvent. C'est pas tant le 5% là qui m'intéresse, c'est que c'est le petit p ici, et qu'est-ce que ça signifie? Alors, pour comprendre ce que ça signifie, il faut se mettre dans la tête d'un expérimentateur qui avait une hypothèse, qui cherchait à valider, et pour ça, il a fait un très grand nombre d'observations. Il a compilé ces observations, et il a l'impression qu'il y a qu'elle justifie son hypothèse. Mais il voudrait en être sûr, donc il va voir un statisticien et il lui demande « Est-ce que tu pourrais pas valider ma découverte et me dire le pourcentage de chance qu'elle a d'être juste ?» Le problème, c'est que le statisticien est absolument incapable de répondre à cette question. Enfin, il pourrait y répondre, mais pour ça, il faudrait qu'il rajoute des a priori, des informations que les expériences ne donnent pas, parce qu'en fait, il lui manque ces informations dans son calcul. Donc, c'est possible de le faire dans une branche particulière des statistiques qu'on appelle les statistiques bayésiennes, mais qui sont principalement utilisées pour faire de l'inférence, du raisonnement, de l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas vraiment la même chose que de valider crûment des résultats expérimentaux. Mais si on valide crûment les résultats expérimentaux, on ne peut pas répondre à cette question. Et comme le statisticien, il n'a pas envie de laisser tomber son copain expérimentateur, il dit je ne peux pas répondre à ta question, mais je peux peut-être te donner autre chose, c'est une p-value. Il faut juste comprendre comment ça s'interprète. Si tu as une p-value qui est inférieure à 5%, ça veut tout simplement dire que si jamais ton expérience n'est absolument pas intéressante, par tout le hasard des observations, il y a 5% de chances qu'elle ait l'air au moins aussi intéressante que celle que tu viens effectivement de me présenter. Donc là, normalement, je suis censé faire une pause pour vous permettre de comprendre ce que je viens de dire. C'est bizarre, il y a une double négation dans la phrase, ça n'a pas beaucoup de sens. Heureusement, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Mais non, en fait, c'est pas beaucoup plus clair, c'est normal. En fait, c'est pas une notion qui est très compliquée, mais elle est particulièrement contre-intuitive, de sorte que pour la comprendre, il faut quand même un petit peu se poser. Et malheureusement, une fois que vous l'aurez compris, si vous restez un mois sans la manipuler, vous allez de nouveau la réoublier parce qu'elle est un peu contre-intuitive. Donc, l'expérimentateur qui passe pas son temps à faire des statistiques régulièrement, il a du mal avec cette notion et c'est normal. Donc voilà pour la p-value. Maintenant, je vais parler des ingénieurs. Alors, les ingénieurs, c'est des types formidables. C'est grâce à eux qu'on a des satellites qui nous monitorent en continu le réchauffement climatique, qu'on a des séquenceurs ADN qui font progresser la médecine, et ainsi de suite. Et puis, plus généralement, en fait, c'est même eux qui produisent tous les instruments, les devices qui font qu'on est passé depuis quelques années dans ce qu'on appelle communément l'ère du big data. Le problème, c'est que trop de données, des fois, ça peut être un peu problématique. Je vous donne un exemple tout simple qui est issu du diagnostic de maladies rares d'origine génétique. Avant, le travail de diagnostic d'une telle maladie rare impliquait beaucoup de médecine, beaucoup de biologie, et à la fin, on a une toute petite phase de génétique pour essayer de confirmer et comprendre les gènes qui avaient été identifiés comme source du problème. Alors, je caricature un petit peu, mais de nos jours, c'est plus simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un email aux 10 ou 15 personnes qui, de par le monde, ont des symptômes à peu près similaires. On prend autant de personnes qui n'ont pas de symptômes en face. On séquence leur ADN, donc on récupère 20 000 gènes pour chacun d'eux, et ensuite on fait des statistiques pour voir lequel de ces gènes corrèle le mieux au phénotype de la maladie. Le problème, c'est qu'encore une fois, si on utilise la p-value pour essayer de valider la découverte du gène en question, par simple effet statistique, 5% c'est 1/20, donc ça veut dire qu'il va y avoir 1000 gènes sur les 20 000 qui n'ont rien à voir avec la maladie, mais qui vont avoir l'air aussi intéressants. Donc ça, au premier abord, ça peut sembler un petit peu perturbant, un peu gênant. Il se trouve que c'est pas si problématique que ça, parce que les statisticiens ont réglé le problème il y a longtemps en inventant ce qu'on appelait la correction des tests multiples. Ça fait au moins 30 ans maintenant qu'on sait faire ça. Par contre, si je vous en parle, c'est juste pour faire le lien avec le deuxième visage que j'ai invoqué tout à l'heure, celui du chasseur-cueilleur. Donc tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est qu'en gros, le chasseur-cueilleur, quand il se baladait dans la pampa à savoir ce qu'il allait chasser ou ce qu'il allait cueillir, son cerveau était déjà, saturé
de toutes sortes de stimuli olfactifs, visuels, sensorimoteurs, et qui passait son temps de manière frénétique à essayer de faire toutes sortes d'associations dans le but d'améliorer sa compréhension du monde. Ben maintenant, si en plus de tout cette limite de saturation, vous rajoutez 20 000 signaux d'un coup, vous comprenez que non, ça marche plus, quoi. Donc dans ce contexte, bien évidemment, l'intuition du chercheur dont on parlait tout à l'heure reste une force. Par contre, le fait d'avoir un contrepoids un peu plus sceptique, et donc notamment des méthodologies statistiques, devient de plus en plus important. Et donc l'équilibre entre les deux est évidemment complexe à trouver, hein. C'est bien évidemment une question de génération, en fonction de si on a été plus ou moins exposé à ce type de situation dans sa carrière, mais aussi à l'évolution des techniques. Donc voilà, j'en ai quasiment terminé. Juste comme je vous l'ai dit, je voulais conclure sur comment fonctionne notre système de publication scientifique, de manière à être un peu plus inclusif et être sûr d'oublier personne dans mon propos. Donc imaginons que je sois un doctorant défavorisé de la banlieue nord de Monaco, et que sous mes fenêtres passe régulièrement ce type de véhicule, la plupart du temps en excès de vitesse notoire, et puis à chaque fois, ça me déconcentre, ça m'énerve, et donc je le remarque. Puis ça arrive de manière suffisamment répétée pour que j'en parle à mon directeur de thèse et que je lui dise, c'est quand même bizarre, hein, mais toutes ces voitures rouges là qui font des excès de vitesse, moi j'en viens à me demander si la couleur n'aurait pas une influence sur l'aérodynamisme. Alors mon directeur de thèse, qui est un type qui a quand même de l'expérience, il tempère un peu mon propos, il dit, oh, tu sais, j'ai beaucoup lu en mécanique automobile, en aérodynamique, et j'ai jamais rien vu de tel sur le lien entre couleur et aérodynamisme. Donc j'y crois pas trop, mais honnêtement, ce serait quand même dommage de passer à côté d'une telle découverte qui révolutionnerait complètement l'état de l'art. Donc ça mange pas de pain. Écoute, prends un peu de temps, fais des observations, rassemble tes données, on va faire quelques études statistiques et on verra ce qu'il en est. Alors moi, youpi, tout content, plein d'entrain, j'y vais, et puis dans ma fougue, j'oublie que de nos jours, la recherche est mondiale, la concurrence fait rage, et que souvent les idées sont dans l'air du temps. De sorte que si je me pose la question, cette question-là, il y a de fortes chances que, de manière vaguement concomitante, un peu avant, un peu après, peut-être sous des formes légèrement différentes, on ait une vingtaine d'autres doctorants de par le monde qui exploitent la même question. Et donc, encore une fois, moi, si je m'amuse à faire des statistiques sur mes observations et à les valider toujours avec une p-value, donc là, j'ai pris un seuil arbitraire de 5%, que ça, c'est un 20e, vous avez bien compris le calcul, ça veut dire que sur 20 doctorants, de manière statistique, on est à peu près sûr qu'il y en aura un pour lequel le hasard des observations fait que, finalement, sa découverte est significative. Donc les 19 autres, ils comprendront tout de suite que leur idée était complètement idiote, et que le rouge ne va pas plus vite, mais par contre, il y en a un pour lequel les données donneront l'impression que c'est vrai. Et donc, qu'est-ce qu'il fera celui-là ? Il publiera sa découverte, il remettra en cause l'état de l'art, et pour les autres, ce sera beaucoup plus difficile de publier parce qu'ils seront partis d'une hypothèse qui, en premier abord, est absurde, et montreront, avec un résultat négatif, qu'on a raison de la considérer comme étant absurde. Donc, dans ce contexte, généralement, le premier réflexe, c'est de se dire « Ouais, mais c'est normal, de nos jours, le système de publication scientifique est complètement perverti, entre la pression des chercheurs, le célèbre publisher perish, et puis l'apparition de toutes ces revues prédatrices, faut pas s'étonner. » C'est probablement vrai, mais à mon sens, ça cache aussi une vérité qui est peut-être un peu plus crue et un peu plus dure à voir, c'est que finalement, à l'échelle collective, on fonctionne de la même manière qu'au niveau individuel. Et donc, le système de publication scientifique n'est jamais que le reflet de ce que nous sommes, c'est-à-dire des chasseurs-cueilleurs qui ont dans leur boîte crânienne une machine à calculer qui est extrêmement optimiste, qui est obsédée par la découverte et par la compréhension de son monde, quitte à des fois à faire des corrélations hasardeuses. Donc voilà, pour conclure, je voudrais revenir sur ces trois figures et insister sur le fait que le battler, qui est la figure historique, je dirais canonique du lien entre mensonge et statistique, finalement, c'est pas la plus gênante. C'est assez facile de s'en prémunir avec un peu d'attention, un peu de culture et même un peu d'habitude. Néanmoins, les deux autres, celui du chasseur-cueilleur et du chercheur, c'est beaucoup plus complexe, principalement parce qu'en fait, le mensonge, il est quelque part en nous. Voilà. Je vous remercie. J'ai terminé. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Très bien, merci Thomas. On voit bien que l'équipe a eu raison d'insister pour te faire présenter parce que c'était vraiment intéressant et passionnant. Donc maintenant, on va passer aux questions que je vais lire, qui vont s'afficher. Et voilà. Alors, oui, très longue question. Je ne sais s'il y a un lien, mais cela me fait penser à l'Amérindien qui voit le trappeur passer et lui dit que l'hiver va être froid. Le trappeur qui faisait son plein de bois pour l'hiver se met à couper de plus en plus de bois. Chaque fois qu'il repasse devant l'Amérindien, celui-ci dit « l'hiver va être vraiment froid ». Au bout de quelques allers-retours, il finit par lui demander comment il sait que l'hiver va être froid. L'Amérindien lui répond « homme blanc coupé beaucoup de bois ».
Merci Amal pour. Quelle est la question pour cette intervention? Non, mais la question est de savoir s'il y a un lien. Alors, je pense qu'il y en a une dans le processus de renforcement cognitif, qui est que souvent on fait preuve quand même d'une certaine sélectivité dans les stimuli que notre cerveau reçoit et qu'on traite. Et en fait, on a souvent tendance à se focaliser sur ceux pour lesquels on a déjà été sollicité. C'est-à-dire qu'il est plus facile de renforcer quelque chose qui a déjà été observé que de partir de rien du tout. Et je pense qu'en fait, cette comptine en fait, illustre ce fonctionnement qui peut aussi être perçu comme un biais cognitif et qui probablement interfère dans la conduite effectivement de recherche où on essaye d'avoir une approche la plus objective et sceptique possible. Alors, en recherche, la simple corrélation n'est que le début du travail. Elle doit ensuite être complétée par un modèle qui justifie cette corrélation. Bien sûr. Oui. Bien sûr, ce n'est que le début du travail, mais alors, j'ai envie de donner 2 éléments de réponse. Le premier, c'est quand on fait le lien avec le battage médiatique qu'il y a eu au premier confinement sur le possible traitement de l'hydroxychloroquine. En fait, la société dans son ensemble était dans un état de stress tel que on n'avait pas le temps d'attendre. Et donc cette idée on est au début du travail, vous l'avez bien vu, hein, les gens n'ont pas attendu les publications, mais se ruaient sur les préprints, parce qu'en fait, il y avait une réelle angoisse qui faisait que la méthodologie qui dit qu'effectivement la corrélation n'est que la première étape, incitait à brûler toutes les étapes. Donc ça, je dirais que c'est une angoisse humaine simple. Mon deuxième niveau de réponse est oui, ce n'est que le début du travail, mais quand on a des nouveaux instruments qui nous génèrent des millions d'hypothèses et que grâce à des milliers et des milliers de corrélations, forcément, il va y en avoir beaucoup plus qui sont trompeuses. Et donc, si ce n'est que le début du travail, se lancer dans le travail complet de validation pour chacune d'elles devient extrêmement compliqué et on peut avoir tendance à ne pas le faire ou à ne s'intéresser qu'à la première étape. C'est des fois malheureusement ce qu'on observe je dirais dans l'évolution récente de la science. Mais en toute rigueur, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. Corrélation est différent de lien de cause à effet. Oui, en fait, c'est la même chose que En fait, cette remarque est très fortement liée à la précédente. C'est que souvent, quand on cherche à expliquer, alors je me place dans la peau du découvreur comme chercheur, à expliquer le monde, on cherche à avoir une description qui soit mécanistique, qui explique quelles sont les causes, les conséquences qu'elles produisent et éventuellement même les cascades d'enchaînement. Et en fait, la corrélation n'est que la première étape de la découverte. A priori, c'est très compliqué de trouver des relations de cause à effet qui sont tellement indirectes qu'en fait, elles ne permettent pas une observation corrélée. Donc souvent, on s'appuie sur la corrélation pour ensuite aller plus loin, mais l'un n'implique pas l'autre, et de manière évidente. Et c'est justement ce biais-là qui apparaît. Enfin, pour moi, la réponse que je fais est exactement la même que pour le précédent commentaire, c'est-à-dire que j'entends tout à fait le propos qui est un propos probablement de chercheurs qui dit faut doucement, hein, les statistiques ne font pas tout, il faut pas s'emballer. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est juste une autre manière de le formuler que le propos que je tenais, qui montrait qu'on pouvait être amené dans certains cas à avoir des dérives. Mais encore une fois, je suis d'accord. Notre question, qu'est-ce que nous pouvons faire pour minimiser les biais statistiques dans nos études et améliorer la fiabilité des publications scientifiques ? Vaste sujet. Alors, pour améliorer le système des publications scientifiques, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, je ne suis pas sûr que les décisions individuelles puissent modifier en profondeur le fonctionnement du système de publication. Et qu'en plus, comme on l'a vu, son évolution extrêmement rapide ces dernières années est assez inquiétante. De sorte que c'est probablement une réflexion réellement collective qu'il faudra avoir, qui inclut les représentants des organismes de recherche, les chercheurs, la manière dont ils sont évalués, la pression qu'ils subissent, comment un certain nombre de pays émergents ont essayé de rattraper leur position dans la recherche internationale en jouant de manière assez cynique avec les règles du système et ainsi de suite. C'est assez compliqué.
À titre plus individuel, un chercheur qui souhaite tout simplement améliorer sa pratique dans le seul but d'avoir une recherche qui soit un peu plus intègre, qui n'induise moins de fausses découvertes, je dirais que ça passe par accepter de répéter des expériences, de consacrer beaucoup plus de temps à la validation qu'à la découverte, d'éventuellement de recruter des experts du domaine, donc des statisticiens ou plus généralement des data scientists. Mais honnêtement, de ce côté-là, je suis quand même assez optimiste. Je pense que justement, la jeune génération qui a toujours entendu parler, donc voilà, de big data, de sciences des données, présentées et enseignées de manière un peu moins mathématisée, ont déjà commencé à prendre ce virage. Donc, je pense que les choses devraient comment dire, de ce côté-là, le courant nous porte, et ça, c'est plutôt optimiste. Les plans d'expérience avec de grandes précautions sont un outil pour isoler les principaux paramètres qui influent sur un résultat. C'est des affirmations à chaque fois, Philippe, ou tu as des questions? Parce que à chaque fois, j'aimerais bien qu'il y ait un point d'interrogation, par exemple. Ouais, non, mais juste pour commenter, je suis tout à fait d'accord encore. commenter. C'est un peu comme les questions précédentes. Voilà, ce sont des personnes qui, je pense, de par leur savoir de chercheurs, savent que, en fait, on ne se contente pas de faire des découvertes en faisant 3 observations et en faisant des statistiques derrière. Et donc, je pense que ces personnes-là ressentent le besoin de me dire, mais non, mais il n'y a pas que les chiffres. Derrière, chercheur, c'est un métier. Bien évidemment, mais là, je me concentrais sur les biais qui peuvent être induits par par regarder les données par le petit bout de la lorgnette, et c'est souvent ce qui se passe quand on associe mensonge et statistique. Donc le but était bien évidemment plutôt de pointer des risques, et j'ai totalement confiance dans le fait que les chercheurs connaissent leur métier et espèrent au contraire aller au-delà de ça. Oui, et puis ils connaissent aussi l'origine des données, parce qu'on a vu que récemment, il y a eu des problèmes par rapport à des publications, parce qu'en fait, les données sources n'étaient pas correctes. Ouais, alors ça, on touche à un autre domaine ça sort de mon domaine de compétences, mais effectivement, c'est un des axes qui permet d'espérer rentrer dans une boucle vertueuse. C'est l'idée de dire que si les données sont accessibles, que les protocoles sont accessibles et que l'ensemble de la démarche scientifique est reproductible, à ce moment-là, il y aura plus de chances soit qu'on observe tous ces biais dont je parlais tout à l'heure et du coup qu'on s'auto-censure ou qu'on se corrige, soit que d'autres le fassent pour nous, et de sorte que le résultat final sera plus vertueux. Une nouvelle question. Y a-t-il un risque avec l'intelligence artificielle qui cherche uniquement des corrélations, qu'elle s'affranchisse des statistiques et aboutisse à de faux résultats? J'ai envie de répondre à la fois oui et non. C'est-à-dire que si on regarde la plupart des outils d'IA, ou que ce soit du deep learning ou des statistiques en grande dimension ou même n'importe quelle autre méthode, il y a toujours le risque de mal utiliser ces outils, de générer énormément de corrélations, parce que sont des machines à créer des corrélations, effectivement. Maintenant, je pense pas, transposer le risque en disant que c'est la faute à l'IA, ça me dérange un petit peu, et que, pour moi, on est finalement dans la même situation que ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que le cerveau d'un chercheur, finalement, il n'a pas beaucoup évolué depuis l'époque où c'était le cerveau d'un Homo sapiens. Et là, ce que je pointais, c'était une certaine difficulté face à à une évolution assez récente qui est, on va dire, le déluge du big data. Et qu'en fait, on peut pas dire c'est la faute au big data, on va dire c'est la faute au chercheur, il faut qu'il s'adapte. Parce que j'ai envie de dire, pour l'intelligence artificielle, c'est un petit peu la même chose finalement. On peut pas dire c'est la faute à l'IA. L'IA, c'est jamais qu'un outil, et c'est la manière dont les chercheurs l'utiliseront. Effectivement, ça peut être une source d'énormément de facilité pour générer des hypothèses, traiter des gros volumes de données, observer des motifs qui n'auraient pas été observables sinon. Mais donc ça engendre un risque, mais normalement, c'est aux chercheurs d'être capables de gérer ce risque-là en aval. Une question, alors, une question sur est-ce que vous pourriez conseiller une référence de livre grand public, s'il vous plaît? Honnêtement, c'est pas facile. Je pense justement que, pour en revenir à ce que je disais sur quand de manière un petit peu excessive, je tapais sur mes collègues statisticiens. Je pense que, voilà, historiquement, par les statistiques, maintenant on parle de sciences des données. Je pense que historiquement, les statisticiens ont souvent fait l'erreur de se retrouver un peu trop entre mathématiciens,
Et que l'idée de la science des données, c'est justement de dire non, non, maintenant il est temps d'ouvrir. On fait parler les données aussi bien avec des méthodes mathématiques, issues des probabilités, donc des statistiques, que de l'algèbre, que de l'optimisation mathématique, numérique, l'informatique. Et du coup, il faut avoir une vision beaucoup plus interdisciplinaire. Et donc, effectivement, je pense que là, notamment des références en langue française qui permettraient d'aborder tous ces concepts-là, je dirais avec un regard qui n'est plus un regard mathématicien, mais un regard assez transverse, j'en ai peu en tête. Il y a probablement, j'ai déjà en tête un certain nombre de références qui sont plutôt dans des revues scientifiques. Donc, si la personne qui a posé cette question veut m'envoyer un email, ensuite, je me ferai un plaisir de lui envoyer, de retrouver ces références et de lui envoyer. Mais un livre qui aborde ces questions de manière unifiée, il y en a probablement, hein, mais j'en ai pour l'instant pas en tête. On pourra rajouter des références à la fin de la présentation, ouais, okay. Puisque le replay, je le rappelle, sera possible sur la présentation de Thomas, donc on pourra rajouter des références à ce moment-là. Une dernière question, peut-être? Alors, on va finir sur... Non, j'ai vu, je pensais qu'il y avoir une question sur l'hydroxychloroquine, mais... c'est pas du tout mon domaine. Voilà, moi, sur l'hydroxychloroquine... Alors, Raoult, l'hydroxychloroquine, bright or bleak, du point de vue de la statistique. Est-ce que tu as regardé un peu, tu as suivi son séminaire, mais est-ce que tu as regardé un peu par rapport à tout le débat Ouais, bien sûr, j'ai regardé, j'étais intéressé par la question, et en fait, je pense que c'est très difficile de se positionner sur un sujet comme ça, qui nécessite énormément de compétences en microbiologie que je n'ai pas, évidemment. Ensuite, il y a les aspects publication, préprint, etc. Et ensuite, il y a l'emballement médiatique qu'il y a eu. Et moi, de tout ce que j'ai observé, c'est que, enfin voilà, pour avoir pris de l'hydroxychloroquine quand j'étais plus jeune, enfin ça devait plutôt être de la chloroquine, mais l'idée était la même. L'idée qu'un tel médicament puisse résoudre le problème, enfin ça me faisait juste rêver. Mais par contre, force est de constater que en fait toutes les données qui étaient disponibles ne permettaient pas de conclure. Ça permettait pas de dire que ça marchait, mais ça permettait pas non plus de dire que ça marchait pas. Par contre, le besoin, je dirais sociétal, était tel que en fait les gens ne pouvaient pas prendre une temporisation pour une réponse. Et à mon avis, c'était ça le principal problème. Donc après, la question, est-ce que savoir si ça marche ou ça marche pas, j'ai envie de dire, c'est des gens du domaine qui le diront, et une fois que le temps sera suffisamment écoulé, au pire, ça marche pas, c'est bien dommage. Ça marcherait, c'est super. Si ça marche pas, ce sera pas la première fois dans l'histoire des sciences qu'une hypothèse qui nous fait rêver se révèle être fausse. Donc, en ce sens-là, moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas tant important de répondre par l'affirmative ou la négative sur ce traitement, mais plutôt que ça serve de leçon sur le fait que la science, elle a besoin d'un peu de temps pour avancer, et que essayer de la devancer, d'accélérer les conclusions, ça peut nous amener à dire des bêtises, mais je dirais ça, c'est pas propre à l'hydroxychloroquine, c'est propre à tout processus d'investigation de nouvelles connaissances. Voilà, je sais pas si peut-être un peu une réponse de Normand, mais... Non, mais c'est comme, on pourrait parler aussi de l'étude Discovery, est-ce que c'est une réussite ou pas, mais alors voilà, ça, j'ai pas regardé. Voilà, mais j'ai pas regardé en détail toutes ces analyses statistiques, mais par contre, voilà, moi, sur l'hydroxychloroquine, ce que j'ai vu, c'est que les résultats étaient beaucoup trop préliminaires pour être concluants dans un sens ou dans l'autre. Très bien. Bon, on va arrêter là. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous aussi dans le chat et derrière votre écran pour avoir été actif et avoir suivi encore une fois ces midis Minatech en distanciel. Donc, je vous donne rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais le 26 février avec la présentation de David Munoz-Rojas, qui est chargé de recherche au CNRS, au laboratoire de matériaux et génie physique, au LMGP, c'est ça, qui nous parlera de SALD, donc une technique de dépôt par couche atomique spatiale. Voilà. Merci. Bon week-end à tous. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.